Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir, toujours dans la continuité du cours de droit foncier et droit réel, auparavant, dans les autres séances précédentes, nous avons vu un aperçu historique de la construction du droit foncier marocain. Nous avons vu qu'il y a à peu près trois grandes périodes importantes. Il y a la période précoloniale, la période coloniale et en dernier lieu la période post-coloniale. Donc en premier, à titre bien sûr toujours de rappel, pendant la période précoloniale, donc la propriété immobilière privée, dite melk, et les droits réels qui en dérivent ne faisaient seulement l'objet que d'actes adoulaires. Donc les deux adouls, rédacteurs qui consignaient le témoignage individuel et collectif des parties relatifs à l'immeuble objet objet bien sûr de la propriété. Il n'y avait pas de contrepartie, ni garantie, ni sécurité, ni publicité, d'où les litiges étaient assez nombreux. Et la procédure elle était assez longue et bien sûr coûteuse. Donc ces actes, pendant cette période précoloniale, ces actes obéissaient aux droits musulmans. Donc par la suite, en deuxième phase, toujours historique, il y avait la période coloniale. Donc les choses ont un petit peu évolué. Durant la phase coloniale, il y a eu l'établissement par le protectorat français au centre, espagnol au nord et au sud, et international à Tanger. Et ça a été marqué par plusieurs événements. Donc il y a eu la mise en œuvre des réformes inspirées des réglementations internationales. Il y a eu la création ou une réforme dit livre foncier. Donc c'était une véritable évolution qui est le livre foncier, qui est véritablement un état civil de la propriété foncière. C'est un état civil qui vise à l'individualisation au niveau topographique que juridique, tout en bien sûr en respectant les régimes déjà existants, c'est-à-dire le droit musulman, droit hébraïque et coutumier. Donc puis par la suite, il y a eu une petite évolution de la législation foncière qui fut illustrée par deux dahers. Donc il y a eu l'avènement de deux dahers qui sont importants. Le daher du 12 août 1913 relatif à l'immatriculation des immeubles. Et il y a eu également par la suite le daher du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. Donc ça, c'était la période coloniale où il y a eu une petite nette évolution par rapport à ce qui se faisait auparavant. Donc après, en dernière phase, il y a la période post-coloniale. Donc durant cette phase post-coloniale, sous l'indépendance, le régime foncier s'est amélioré au fil du jour du fait que la compatibilité de ces principes avec ceux du droit musulman préexistait. Et la législation foncière pendant cette phase, édictée bien sûr sous l'indépendance, s'est marquée par un caractère moderne et surtout social, quand ainsi l'importance de l'intérêt public. Donc après avoir vu un petit aperçu par rapport à l'histoire pendant les différentes phases, les grandes phases que nous avons vues, nous allons enchaîner directement par les sources du droit foncier marocain. Donc comme vous le constatez, il y a deux grandes sources, les sources formelles et les sources informelles. Donc pour les sources formelles, il y a un droit traditionnel. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc les sources formelles, il y a le droit traditionnel qui comporte essentiellement le droit musulman et le droit hébraïque et bien évidemment la coutume. Pour ce qui est du droit musulman, il réglemente les domaines très variés du foncier marocain, allant du transfert de la propriété jusqu'au immeuble non immatriculé dit melk. Et c'est un droit qui n'est pas codifié.
Pour ce qui est le droit hébraïque, donc la population juive marocaine a constamment travaillé pour combiner la loi hébraïque avec la loi marocaine et pouvoir bien sûr échapper de ce fait à certaines règles de droit musulman touchant par exemple à l'héritage. Ça, c'était pour le régime, les sources du droit foncier, comme nous l'avons dit, qui se subdivisaient en sources formelles et informelles. Qu'en est-il du droit moderne? Donc, si vous voulez, le droit moderne, il est composé de sources nationales et internationales. Pour ce qui est des sources nationales, il y a des textes d'origine législative. En premier lieu, nous allons citer la Constitution. À travers l'article 15 de la Constitution de 1992, on fait un petit rappel historique. Donc, dès 1992, à travers l'article 15 de la Constitution, il y a eu la reprise de certaines dispositions relatives à la garantie de propriété, de droits de propriété inscrits dans les constitutions de 1962, 1970 et 1972. Puis par la suite, la Constitution de 2011, à travers son article 35, a fait suivre le développement qui a objectif, bien sûr, à la liberté d'entreprendre et la liberté de concurrence. Donc, il y a eu cette effectivité qui implique nécessairement le respect du droit à la propriété privée individuelle et collective. Après la Constitution, on est toujours dans les textes d'origine législative, il y a les lois. Et à titre d'illustration, on peut citer le Daher du 12 août 1913 relatif à l'immatriculation foncière qui a connu un ensemble de modifications. Il y a eu également par la suite la loi numéro 5712 qui est venue compléter cette dite loi que je viens de citer. Et bien sûr, c'est une loi numéro 5712 qui porte bien sûr sur l'immatriculation toujours foncière. Il y a eu par la suite l'avènement de la loi numéro 1407 qui est venue modifier et compléter le Daher du 12 août 1913, bien sûr, sur l'immatriculation foncière et qui a vu le jour, bien sûr, le 5 décembre 2011. Il y a par la suite différents décrets et Daher. Il y a le décret du 14 août 1968 portant loi bien sûr 0868. Il y a la loi 5800 portant création de l'agence de la conservation foncière et de cadastre qui date du 13 juin 2002. Il y a eu par la suite un Daher du 29 décembre 1953 qui fixe le rôle et les attributions du conservateur général de la propriété foncière et plusieurs lois par la suite. Il y a également la loi 1800 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Et il y a plusieurs également circulaires qui émanent du conservateur général parce que oui, les circulaires et les notes de service ont cette valeur de texte juridique qui permettent bien sûr aux autorités administratives d'informer leurs services ou d'adresser des instructions bien spécifiques. À côté de ça, il y a des décrets. On peut présenter, ou si vous voulez aborder quelques exemples, il y a le décret d'application de la loi 5800 qui porte sur la création, comme je l'ai dit précédemment, de l'Agence nationale de la conservation foncière et du cadastre. Il y a également le décret de 1997 qui fixe les tarifs des droits de la conservation foncière. Et il y a plusieurs arrêtés viziriels dans ce sens. Donc c'était pour vous démontrer qu'il y a une certaine évolution législative qui s'est améliorée au fur et à mesure des années. Donc pour ce qui est des sources internationales, il y a tout simplement la première déclaration universelle des droits de l'homme à travers bien évidemment son article 17 qui prévoit dans son alinéa premier que toute personne aussi bien seule qu'en collectivité a droit à la propriété et dans son deuxième alinéa toujours dans la déclaration universelle des droits de l'homme il y a que nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Donc à travers cette déclaration il a été démontré que voilà
le droit de la propriété, d'avoir une propriété fait partie des droits, bien sûr, des droits de l'homme. Également, en 1956, le Maroc il va se trouver engagé par des actes juridiques émanant, bien sûr, des Nations Unies. Il y a également par la suite la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945. Donc cette charte, elle a eu pour préoccupation diverses reprises des droits de l'homme, dont le droit de propriété. Donc cette charte également a fait allusion à ce droit suprême qui est le droit de propriété. Par la suite, il y a eu ensuite le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Donc il y a eu à travers son article 17 également qui prévoit que toute personne aussi bien seule qu'en collectivité a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Donc ça démontre qu'il y a des lois internationales et des déclarations, des chartes qui permet d'avoir ce droit de propriété. Qu'en est-il des sources informelles? Donc parmi les sources informelles, il y a tout simplement la coutume et la jurisprudence. Donc ces sources informelles, c'est tout simplement des traces écrites qui ne sont pas les seules sources du droit. Parce que ces traces orales ont également leur place dans la construction du droit ainsi que l'ensemble des décisions rendues par les magistrats. Donc pour ce qui est de la coutume, à titre de rappel, c'est l'ensemble de règles qui sont non écrites, qui sont le fruit de traditions, d'usages répétés et de principes respectés pendant des générations. Donc il y a ce laps de temps, cette continuité dans le temps et ce caractère répétitif qui fait que ça devient une source de droit informel. Elle constitue une source importante du droit foncier au Maroc. Et elle est à l'origine de plusieurs types de droits tels que le droit de Gelza, le droit de Gza et le droit de Zina et le droit de Huwa, réputés être des droits bien sûr coutumiers. Pour ce qui est de la jurisprudence, donc comme vous le savez bien sûr et c'est toujours à titre de rappel, la jurisprudence c'est l'ensemble des décisions de justice relatives à une question juridique donnée, relevant bien sûr dans notre cours, relevant bien sûr du droit foncier. Donc ces décisions qui sont rendues illustrent comment un problème juridique foncier a été résolu. Donc cette source de droit a largement inspiré et inspire toujours le législateur marocain bien évidemment à l'époque, dans l'adoption de la loi 1407 relative à l'immatriculation foncière. Donc, après avoir vu un petit rappel de l'histoire, les différentes phases et périodes dont la propriété foncière ou le droit foncier marocain a passé, a vu tout simplement. Donc nous avons vu, par la suite, nous avons enchaîné par les sources du droit foncier marocain. Nous avons vu qu'il y a eu un ensemble d'arsenal législatif dans ce sens, les sources formelles et informelles, et les sources bien évidemment informelles. Et quand on parle de sources formelles, c'est tout simplement le droit positif qui réglemente tout simplement la propriété foncière, le droit foncier au Maroc. Donc je n'ai qu'à vous dire merci de votre attention et vous souhaiter bon courage et à la séance prochaine. Inch'Allah.